Bienvenue, bienvenue à tous. On a du rire dans le studio, c'est absolument normal, c'est la dernière de la semaine, très axée sur la danse, comme vous allez pouvoir le constater. Et chroniqueurs et invités sont fin prêts parce que, comme d'habitude, ils ont plein de choses à vous dire. Alors laissez-moi vous présenter ceux qui m'accompagnent, Keltoum Bessadok. Bonsoir. Bonsoir. Qui va nous chanter en la bémol majeur. Bien sûr. Oui. Non, mais comme toutes les semaines, je vais parler de ce qui vous attend ce week-end. Voilà, quelques idées de sortie pour ce week-end. Bien. Caroline Leroux. Bonsoir Patrick. Bonsoir. La sexologue de Télé-Sun, on peut dire ça comme ça maintenant? Bah oui. Bon. Ouais. Aujourd'hui, thème un peu dur. Oui, mais d'actualité, enfin Oui. qu'il l'a été le mois dernier, puisque le mois d'octobre était le mois du cancer du sein. Donc là, je vais vous parler de la sexualité. Quand on a un cancer du sein et notamment une mastectomie, je vous raconterai ça tout à l'heure. Bien. Lionel Roudot. Bonsoir. Alors, bonsoir. Alors vous n'allez pas dans les jeunes gens, vous allez dans les fossiles. Et oui, absolument, tout à fait. Et je vais un petit peu empiéter sur les plates-bandes de Keltoum, puisque je vais vous parler aussi d'un événement qui se déroulera ce week-end. Enfin, deux événements, en fait, particulièrement. On parlera évidemment des fossiles, mais des volcans aussi. Ça vous intéresse, les volcans, Patrice? Oh, ça peut être lié, hein, de temps en temps. Bon. Et puis Giuseppe Baggio, Bonjour, avec Patrick. ses invités, bonsoir. Tout à fait. Alors j'ai invité donc la compagnie Alchimia et deux danseuses. C'est ici donc Isabelle et Sandrine. Elles font partie de la Il y a une compagnie. blonde et C'est une brune, alors compagnie qui est Isabelle et qui est Sandrine, hein? Oui, Sandrine est là. Sandrine est à côté de vous. La brune. Et Isabelle est là. Et en fait, c'est une compagnie qui est installée à Savigny-sur-Orge. Et leur particularité, c'est les danses orientales. Alors, on va parler avec elle tout de suite. Hein. Déjà, quel est le but en fait de l'association, Isabelle? Promouvoir la danse orientale et l'exercer. L'association a donc été fondée au départ par Sandrine pour encadrer un petit peu une compagnie de danse orientale, de manière à se faire plaisir. Mais alors, Sandrine en parle mieux que moi. Pourquoi Voilà. avez-vous choisi les danses orientales en fait? Et moi, j'ai démarré la danse orientale il y a à peu près 6 ans avec une professeure qui m'a complètement rendu dingue de cette danse. Et donc suite à ça, j'ai décidé de monter une petite compagnie qui n'a aucune prétention professionnelle, mais vraiment se revendique amateur, avec des danseuses de différents niveaux, de différentes cultures, de différents horizons. Donc qui est assez atypique et je pense que c'est ce qui fait sa force, avec vraiment des personnes très différentes. Et créer cette association pour donner une structure donc à cette compagnie et nous permettre d'aller danser sur différentes scènes. Alors, le répertoire de Alchimia, votre compagnie de danse amateur. Alors, c'est quoi le répertoire? Alors il y a du classique oriental, hein, il y a au niveau musical, on a des choses très classiques. On a aussi des choses beaucoup plus contemporaines, comme des extraits de comédies musicales, comme de la pop orientale aussi, des choses très légères. On essaye de varier, que ce soit au niveau musical, au niveau des accessoires aussi de danse, où il y a du voile, il y a des ailes d'Isis, des bougies, enfin on essaye de diversifier. de diversifier. L'image que tout le monde a, enfin généralement, ceux qui ne connaissent pas, c'est la personne avec un voile et qui fait une danse du ventre, un point c'est tout. Voilà. Non, là, il y a tous La les styles. personne avec un voile et la danse du ventre, c'est quand même une grande danseuse qui s'appelle Samia Gamel. Et voilà, qui est arrivée et qui a bouleversé aussi cette danse-là, quoi. Donc c'est effectivement pas qu'une danse avec le voile comme ça. Et puis le voile, c'est toute une histoire aussi. Mais enfin voilà, et puis ça me fait penser justement à Samia Gamel qui, elle, au départ en Égypte, qui est une grande danseuse, c'était pareil, elle a eu un peu la même histoire que vous, c'était que c'est sa prof en fait qui lui a donné l'envie de danser. Je trouve ça, c'est très important pour nous par rapport justement à ce que vous dites, tout cet aspect féminin, parce que pour nous la danse orientale c'est vraiment l'expression de la féminité. Lorsqu'une femme danse, et je trouve que c'est vraiment spécifique de la danse orientale, c'est qu'il n'y a aucune limite, ni de culture, ni de physique, ni d'âge. Vous voyez, moi j'ai pas des mensurations de mannequins, il y a des gens qui sont plus petits, plus grands, plus âgés, de toute culture et qui peuvent faire de la danse orientale. Et au moment où une femme exécute cette danse, elle représente la féminité et c'est pour ça qu'elle devient belle. Et ça permet de développer la grâce, la confiance en soi, une musculature aussi différente, qui est accessible à tout le monde. Et je trouve que c'est vraiment l'ouverture à toutes les cultures. Alors, Si on est bien accompagné. Bien sûr, c'est bien accompagné. mais un travail sur soi important. Je sais, mais enfin généralement quand il y a un bon, c'est pas un batteur, c'est un percussionniste. C'est mieux. Voilà, un bon percussionniste, ça arrange les choses. je veux Bien dire, sûr, hein. bien Alors, sûr. je vous propose maintenant de regarder donc un extrait de cette danse orientale. C'est la compagnie Alchimia qui était à Longjumeau, c'était l'été dernier. Voilà, on regarde.
C'est magnifique, on se rend surtout compte que ça n'est... J'allais dire quelque chose qui pourrait être mal interprété. Je vais dire que ça n'est pas professionnel, c'est-à-dire que c'est très professionnel, mais ça n'est pas que de la technique. On vit, enfin, elles vivent, mais véritablement. On voit qu'elles prennent un plaisir intense. C'est un des plaisirs de la danse orientale, c'est qu'on arrive très vite à faire des chorégraphies propres. Même quand on est débutante, au bout de la première année, on arrive à sortir une petite choré bien travaillée. Il y a un nombre de gestes de base qu'on peut reproduire assez vite et on y prend très vite du plaisir. Voilà. Alors, premier spectacle donc de la compagnie Alchimie. Ça sera donc le 13 novembre et ça s'intitule Alchimie d'Orient. Alors qu'est-ce que vous avez mis dans cette soirée? Il y a plein de compagnies qui sont invitées. On peut présenter la compagnie par exemple Urban Shaman. Oui, Sandrine. Alors la compagnie Urban Shaman est une compagnie qui a été créée par Julie de Saint-Blanca qui est sur Paris, qui donne également des cours et qui est vraiment à l'initiative de beaucoup de nouveautés dans la danse orientale, y compris le mix avec d'autres danses, et qui va nous interpréter des chorégraphies plus tribales, c'est-à-dire d'une part une partie tribale qui va présenter en fait une chorégraphie qui se danse en fait en troupe avec un leader et des suiveurs, donc quelque chose de très particulier, et ensuite quelque chose qui est plus dans le tribal fusion, qui va correspondre à des musiques ethniques beaucoup plus modernes, qui vont reprendre un petit peu du hip-hop, du moderne, de l'oriental, du contemporain et mixer tout ça. La compagnie Oriental S. Alors c'est une compagnie de danse orientale plus classique qui fait également à côté de la danse Bollywood et de la danse tahitienne et qui est proche de nous dans le 77 également. Aurore. Aurore est une jeune danseuse contemporaine à qui on a demandé donc de venir s'exprimer sur une musique contemporaine mais à tendance orientale, voilà, pour rester quand même sur un fil conducteur. La compagnie Amédéa. La compagnie Amédéa est également une compagnie de danse orientale classique. Et pour terminer, vous avez Tony. Tony, donc, qui vient avec nous sur scène nous accompagner à la Derbouka pour tout l'aspect percussion. Et oui, il y aura un homme justement, oui, le pauvre. C'est un spectacle qui représente environ 30 personnes sur scène, dont Tony, le seul homme. Alors donc ça se passe donc à Montlhéry, au centre culturel artistique Michel Le Spiral. L'entrée est à 10 €, c'est ça? Oui. Et enfants, adultes, tout le monde. Tout le monde. Il y aura une buvette aussi? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme... Des gâteaux orientaux, bien sûr, fait maison. Et puis un petit moment convivial, bien sûr, pour que tout le monde se retrouve un petit peu entre les deux parties. Une petite question concernant le public. Il est diversifié? Oui, tout à fait. C'est accessible à tout le monde, c'est un spectacle qui est accessible aux enfants également. Voilà. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde vient, je veux dire, ou c'est très axé sur des gens qui ont l'habitude d'écouter ce genre de... Alors, étant une compagnie amateur, forcément, nous n'allons pas avoir en visite des grands professeurs de danse qui vont se déplacer pour nous voir. On va avoir un public qui va être local, qui ne connaissent pas forcément donc la musique orientale. D'accord, donc c'est pas forcément un public oriental. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tout est mixé, les genres également. C'est une autre question concernant vous avez réussi à trouver une salle. C'était le parcours du combattant, c'est ça? Oui, ça a été très difficile. C'est très difficile toujours de trouver des salles, au moins ici. Et c'est par le biais d'un parrainage avec la Francilienne des Arts de Montlhéry que nous avons pu avoir accès à la très belle salle de Montlhéry. Bon. Vous rappelez quand même Tout le monde le 13 novembre à Montlhéry. On le rappellera tout à l'heure de toute façon. Pour ceux qui n'apprécient pas suffisamment l'actualité pour regarder un JT en entier, en voici les grandes lignes. Et d'abord l'actuelle révision par le Conseil général de la préfecture du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. 4 voire 5 aires de grand passage doivent être créées, mais les communes auraient plutôt tendance à préférer que ça se passe ailleurs que chez elles. S'il y a des interrogations sur le nom de notre prochain Premier ministre, ça discute dur depuis quelque temps pour placer les bons candidats au renouvellement des 21 postes de conseillers généraux. C'est en mars, les cantonales, mais apparemment les accords entre partis et mouvements sont quasi finalisés. Spectacle original à l'hôpital Georges Clémenceau de Chanqueuil, des danseurs professionnels qui se produisent un peu partout dans l'établissement et même dans des chambres de patients ou de malades qui sont pour la plupart âgés, et il paraît que ça leur fait le plus grand bien.
Et puis le tourisme en Essonne peut mieux faire, hormis quand même l'important succès du domaine de Chamarande, 35 000 visiteurs quand même l'été dernier. Voilà, petit commentaire sur l'actu. Tout le monde peut participer. Hein. Moi, je trouve ça très bien le fait de mettre des danseurs dans les hôpitaux pour les personnes âgées, parce qu'on parle beaucoup d'enfants, et il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants, mais pas tellement pour les autres malades. Alors, dans les papiers que j'ai pu voir, et les reportages, il y a des gens qui, en principe, passent leur temps à essayer de se sauver, et qui, lorsque les danseurs arrivent, sont vraiment scotchés sur leur siège, et puis... au sens propre ou au sens figuré et montrent qu'ils adorent ça, et en demandent. Bon, et des gens qui dorment toute la journée, qui, là, paf, se réveillent, mais complètement, et dès qu'ils sont partis, se rendorment. Bah oui, mais c'est une bouffée d'oxygène pour l'hôpital aussi, hein, mais même pour les soignants. Oui, bon, probablement. Probablement. Sinon, les cantonales, vous en foutez. Bon, non, les aires pour les gens du voyage, aires de passage, sont quelles communes qui sont jugées? Je ne sais pas parce que j'ai pas... dans le sujet ce soir. Non, mais c'est même pas ça. C'est que pour l'instant, personne en principe, le schéma on prévoit 5. D'accueil, on prévoit 4 ou 5. Mais on n'a pas trouvé les communes qui souhaiteraient les accueillir encore. Je ne sais pas, ce sont les équipements qui sont durs à trouver. Je crois savoir qu'il faut minimum 4 hectares. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que l'espace foncier est toujours très restreint dans les communes, surtout en Île-de-France. 4 hectares, c'est 200 caravanes quand même, la possibilité de mettre 200 caravanes. Ce sont des grands espaces quand même. Il n'y en a pas partout, on peut trouver, hein, mais bon, franchement, c'est vrai que il y a une hypocrisie là-dedans. Au niveau politique, c'est pas très vendeur, quoi. Ah, mais à gauche comme à droite, oui, bon. Il faut installer quoi comme infrastructure en fait? Il faut minimum électricité, des emplacements, des sanitaires, bien entendu. Comme à Massy, comme celle qui se trouve à Massy. Si je me souviens bien, normalement, dans les heures de grand passage, c'est 10 € par semaine et par famille. Voilà. Bon. Mais qui payent, ce sont généralement les communes, le conseil, tout le monde se rejette l'addition, et bon, c'est très 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 difficile, et bon, enfin, il faut quand même espérer que ça se réglera. Bon, c'est bien pour l'actualité. Pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons tous les jours un ado ou une ado qui parle d'une actualité qui leur a interpellé. Ce sont les collégiens de Paul-Éluard à Vigneux-sur-Seine qui se prêtent au jeu, et aujourd'hui c'est Justy, sous la caméra d'Amélie Patéron. Aujourd'hui, je vais vous parler sur Gervinho. C'est un joueur de foot qui joue à Lille. Il est ivoirien. Et il s'est passé quoi pour lui ces derniers jours? Eh ben, il avait renversé un motard. Le motard, il s'en est sorti? Oui. Il a parié que c'est lui qui avait renversé parce que lui, il voulait prendre sa moto. Ça s'est fini comment cette histoire au commissariat? Ils ont dit qu'il devrait payer 15 000 € d'amende et que s'il refait ça, il va aller encore en prison. Le fait de conduire sans permis, t'en penses quoi? Qu'on n'a pas le droit, qu'on peut pas. Parce que si tu n'as pas le permis, je sais pas comment on fait sans le permis. Il y a pas mal de gens en France qui conduisent sans permis alors qu'ils l'ont perdu ou alors qu'ils l'ont jamais eu, t'en penses quoi? Moi je dis que des fois c'est dangereux, mais si tu veux aller aux travaux, s'il y a un truc qui est important, je dirais aussi un peu que je suis d'accord si j'ai pas le permis. À une époque, quand on perdait son permis, on pouvait quand même conduire pour le travail. Et ça n'existe plus, t'en penses quoi? Je suis pas d'accord. Pourquoi? Si je travaille qui est loin, quoi, et je sais pas comment je vais faire. S'il n'y a pas de train et qu'il n'y a pas de taxi, je serai obligé de prendre une voiture. Oui, mais s'ils l'ont perdu, leur permis, c'est bien qu'il y avait une bonne raison à la base. Oui, mais un peu je suis d'accord, mais un peu je suis pas d'accord. Parce que même s'ils ont perdu, des fois on a besoin de conduire une voiture pour une bonne raison. Mais il fallait pas le perdre dans ce cas-là. Il fallait faire attention. Oui, mais aussi on peut avoir une deuxième chance. Ah, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Un peu je suis d'accord, un peu je suis pas d'accord. Faut avoir une deuxième chance. C'est mignon. C'est vrai. C'est mignon. Bon. J'espère qu'il l'aura toujours cette deuxième chance, lui. Hein.
Lionel, 2 expos, vous aviez dit? Oui, enfin 2 expos, pas tout à fait, mais 2 événements ce week-end. On commence avec donc ce week-end donc la 31e exposition Bourse d'échange, ça s'appelle comme ça, de minéraux et fossiles. Vous en parliez tout à l'heure, Patrice, à Juvisy-sur-Orge. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une ammonite. Vous connaissez les ammonites, ça ressemble un petit peu à des gros, des nautiles en fait, qui existent encore toujours maintenant. Donc voilà, un fossile organisé par l'association Magma. Donc ça, ce sera à l'espace Jean Lursa. Alors l'espace Jean Lursa, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la grande salle des fêtes qui se trouve au centre à Juvisy. Donc plus de 60 mètres de stand d'exposition, Patrice, c'est énorme. L'entrée est gratuite, évidemment. Il a bu. Avec le thème, il a bu. Cette salle, Il est extraordinaire, avec un superbe parquet. Très beau parquet dans cette salle, effectivement. Oui. On en parle souvent plus que pour l'exposition qui a lieu chaque année d'insectes. Mais là, c'est encore une exposition. On parle plus du parquet que des expos. Je ne sais plus. Enfin, continuons. Donc le thème cette année de cette exposition, ce sont les fossiles, l'empreinte du temps. Alors donc ça pourra vous intéresser parce que je sais que vous êtes un grand passionné de trilobites, Patrice. Et donc dimanche, il y aura une autre conférence. Ça, ce sera une conférence débat par contre dimanche, ça sur le thème des volcans cette fois, avec un invité de marque, puisqu'il s'agira de Jacques-Marie Bardanzeff, donc que tout le monde connaît évidemment. C'est évident. On connaissait Haroun Tazieff, on connaît aussi bien évidemment Jacques-Marie Bardanzeff, qui est lui donc volcanologue et professeur agrégé et qui officie, alors je ne savais pas, mais c'est très intéressant parce qu'il officie à l'université Paris-Sud à Orsay. Ah, ça c'est intéressant. Absolument, donc ce serait pas mal d'aller le rencontrer. Moi j'irai le voir quand même dimanche parce que c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer quelqu'un, une sommité comme lui. Donc ça par contre ce sera à 15h à la salle Georges Brassens, toujours à Juvisy-sur-Orge. Voilà. Qui veut dire que vous allez nous en parler lundi? Non, peut-être pas. Peut-être, Patrice, peut-être pas. Pas comme le mot, voilà. On ne sait pas. Comme le jeune homme tout à l'heure. Bien, merci Lionel. Alors, c'est tranché par Christine Lagarde. Désormais, on va pouvoir utiliser les tickets repas, restaurants pour acheter des fruits et des légumes frais et tous les laitages que l'on désire. Cela concerne 3 millions de personnes. Alors, qu'en pense-t-on en Essonne? Petit thermomètre de rue. C'est tout à fait excellent, bien sûr. C'est ce qu'il faut pour les jeunes, pour les gamins, pour les femmes enceintes, pour les petits vieux. C'est tout à fait bien. Moi, j'en ai pas, mais bon, personnellement, mais je pense que pour les gens qui en ont, c'est intéressant, quoi. C'est pas mal. C'est une bonne chose parce que les gens, plutôt qu'aller forcément dans un resto où ils vont manger pour 10 € le midi, mais tout le monde n'a pas des tickets restaurant à 10 €. Donc ça leur permet d'aller à l'épicier du coin ou se prendre une petite salade fraîche. Oh, c'est pas avec les chèques déjeuner qu'ils vont s'en sortir, les pauvres, s'ils attendaient qu'après ça. C'est très intéressant. C'est pratique pour les personnes qui bénéficient par leur CE des tickets resto et en profitent pour se nourrir. C'est surtout un moyen pratique pour les employés et tout ça qui n'ont souvent pas tout à fait le temps de déjeuner. Oui, je serais prête à acheter des légumes à la place de sandwich. C'est très bien, ça va vers des solutions anti-maladie éventuellement. Ça prévient. Ça permet toujours de faire des économies dans le portefeuille. Ça permettra peut-être à certaines personnes, certaines identités sociales, de pouvoir peut-être, de se nourrir normalement. Voilà, on aura, j'espère, bientôt un avis de restaurateur. Caroline Leroux, chroniqueuse de Télé-Essonne et quand même peut-être surtout sociologue, sexologue. Oui. Vous êtes sociologue aussi. Oui, mais ça peut être lié. Ça peut être lié. Sexologue, allons-y-moi. Alors on va briser un petit peu les tabous, on parle de choses naturelles et on en parlait un petit peu d'ailleurs avant l'émission. Plus on en parlera, moins il y aura de non-dits et peut-être de souffrance. Aussi. Le thème d'aujourd'hui, c'est donc la sexualité liée à un cancer du sein et notamment après mastectomie. Voilà, alors une mastectomie, déjà on va définir le mot, c'est le fait d'être opéré du sein quand on a une tumeur et on enlève soit une partie, soit tout le sein. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une mastectomie. Alors il faut savoir qu'en France, le cancer du sein touche chaque femme en France. Il y a une femme sur 10 qui vont être confrontées à un cancer du sein, ce qui est quand même énorme. Et il y a à peu près 20% dans ces femmes qui vont avoir une mastectomie. Donc on va leur enlever une partie ou leur sein complètement. Ça représente environ 15 000 femmes en France. Donc c'est quand même... c'est assez conséquent comme chiffre. Donc là, je vous en parlais déjà lors de mes autres chroniques. Je vous disais que c'était important de parler de sexologie et de sexualité au moment des consultations d'annonce en oncologie, au moment quand on va dire à la femme qu'elle est atteinte d'un cancer. Généralement, elle vient avec son partenaire si elle en a un, et c'est important de l'entendre lui aussi, parce qu'on se focalise parfois trop sur les femmes. Alors c'est vrai que c'est elles qui ont la maladie. C'est important qu'on discute avec elles et qu'on le voit
voient leur sexualité d'avant pour pouvoir essayer de réguler la sexualité d'après. Mais l'homme aussi a des craintes. Et les idées reçues dont je vous parlais tout à l'heure sont très très présentes. Notamment un cancer, ça se trouve, elle est malade, elle va peut-être me le donner. Non. Eh bien si, c'est encore des choses qu'on peut entendre en consultation d'annonce, bien sûr. Donc à partir du moment où on est malade, on n'a plus droit à une sexualité. Ça aussi, ça peut être... il y a une chimiothérapie, est-ce qu'on peut avoir une sexualité avec une chimiothérapie? On n'a plus droit à une sexualité ou on n'en veut plus? Alors, c'est deux versants, c'est-à-dire qu'il faut être bien dans la sexualité, il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps, mais il faut être bien aussi dans son rapport à l'autre. Donc effectivement, si avant la maladie, il y avait un souci, on peut avoir ce qu'on appelle, nous, le symptôme écran, c'est-à-dire que j'ai plus envie parce que je suis malade. Donc c'est là où il faut qu'il y ait un professionnel qui soit à l'écoute de ces femmes et de ces couples pour qu'on puisse les aider au mieux dans une reprise ou dans un partage d'intimité amoureuse. C'était pas il y a quelques années l'Institut Curie qui avait mis le doigt sur la question en se basant sur le fait que les médecins s'occupaient du cancer, un point c'est tout, puis après, bon bah écoutez madame, vous avez chimio ou pas, et puis débrouillez-vous, c'est ça, non? Oui, c'est eux, mais effectivement on peut pas tellement jeter la pierre aux médecins parce qu'ils sont là pour... Vraiment, ils sont très compétents dans ce qu'ils font, ils sont oncologues, ils sont là pour traiter la maladie. La sexualité, c'est quand même autre chose et ça reste très tabou dans le milieu médical. C'est-à-dire que si on pose, il y a eu un sondage qui a été effectué auprès de femmes ayant des cancers ou même d'hommes, et on leur demandait si ils auraient été capables de poser la question, sans que ce soit abordé, la question de la sexualité avec leur médecin. Et la majorité, à 80%, ont dit non. Ils ne se sentaient pas capables. Donc si ce n'est pas nous, professionnels de la santé, qui l'abordons avec eux, ils ne vont pas se sentir capables de le faire. Donc c'est très important d'avoir une équipe pluridisciplinaire et une prise en charge de la maladie, notamment du cancer du sein, pour ces femmes, qui soit globale. Mais je veux dire, ça ne se fait pas naturellement. Lorsqu'une femme a appris ça, a subi l'intervention, il n'y a pas automatiquement un rendez-vous qui est pris chez un professionnel qui peut les aider déjà psychologiquement, elle et son conjoint. On entend très souvent, avant même l'opération, qui doit être épouvantable pour la féminité d'une femme, on entend très souvent la femme dire à ses copines, je l'ai entendu, bon, bah, de toute façon, maintenant c'est hors de question que mon mari me touche. Oui. Oui, alors ça, le suivi psychologique, il est indispensable. Normalement, maintenant, dans les gros centres, il y a quand même des psychologues qui sont dans les centres d'oncologie pour suivre les patients. Les sexologues, c'est pas partout qu'il y en a, c'est vrai. Alors, parfois, le psychologue peut aborder la question, mais le fait, effectivement, qu'une femme dise maintenant, bah, je suis plus, c'est une atteinte de la féminité. On a beau dire, on verra après avec les Amazones, mais on a beau dire, le sein, c'est le symbole de la féminité, de la sexualité et de la maternité aussi pour une femme. Donc là, elle va se sentir complètement blessée sur ces trois niveaux-là. Il va falloir travailler sur ces trois niveaux. Et la sexualité en fait partie. Alors, il y a dans une opération d'un cancer du sein, lorsqu'il y a ablation du sein, il y a deux solutions derrière, soit on restructure, soit on laisse comme ça. Oui, voilà. Alors ça, c'est la femme qui choisit. Normalement, on doit lui proposer. Mais là, on a vu dans les études que le discours médical influence énormément les patientes. C'est-à-dire que c'est en fonction du médecin qu'on a devant soi, et en fonction de son discours, les femmes vont opter ou pas pour une reconstruction mammaire. Alors cette reconstruction peut être faite juste au moment où on enlève le sein, en même temps, ou quelques mois après. C'est une nouvelle intervention. Oui. Moralement, ça va être... Alors généralement, il y en a pas qu'une. Hein. Il y en a quand même plusieurs qui s'enchaînent, malheureusement. Donc ça peut être. Alors là, c'est les femmes qui choisissent. Il n'y a pas réellement là de est-ce qu'il faut le faire pendant ou attendre quelques mois. En tant que psychologue, je serais peut-être plus à même de dire que c'est mieux d'attendre un petit peu pour faire le deuil de ce sein et pour pouvoir vraiment intégrer le fait que ce ne sera plus le même sein qu'on aura, même si ce sera un autre, mais ce ne sera plus le nôtre, celui avec lequel on est né. Donc ça c'est important. Maintenant, il faut aussi comprendre les femmes qui se disent si je ressors sans sein, même faux, je ne serai plus une femme comme n'importe laquelle. C'est très compliqué. Je ne sais pas, mais repasser quelques mois plus tard,
sur les billards avec, si j'ai bien compris, on prélève un petit bout de téton d'un côté pour le mettre de l'autre. Oui, c'est par lambeau. Mais ça doit être... Alors, d'où c'est intéressant, cette création des Amazones. Oui. Qui ont décidé, elles, de dire stop. Voilà, alors elles sont très revendicatrices, hein, donc attention, c'est leur opinion. Là. Les Amazones, ça a été créé, c'est une association qui a été créée en 2007 par justement une femme qui a vécu un cancer du sein qui a eu une mastectomie et qui s'est dit, moi je veux vivre avec ça et je veux montrer aux autres femmes, alors que ce soit des femmes malades ou pas, qu'on peut vivre avec un sein en moins, qu'on peut être tout autant féminine et qu'on peut avoir aussi une sexualité épanouie. Donc ça s'appelle les Amazones s'exposent. Donc elles ont fait plusieurs clichés qu'on peut voir là, qui sont alors on peut trouver ça un petit peu parfois choquant parce qu'on voit les cicatrices, mais quelque part ce sont des très belles photos qui là peut, je pense, amener les femmes à se voir différemment quand elles ont un sein en moins. Elles revendiquent la symétrie de leur corps. Voilà, les Amazones, c'est dû effectivement avant, les Amazones c'était un peuple guerrier et elles tuaient leurs enfants mâles, elles gardaient que les petites filles et elles s'enlevaient le sein droit pour mieux tirer à l'arc. Donc ça vient de là, ce nom. Alors, justement, là, donc, la sexualité liée à un cancer du sein, l'importance du conjoint. Je lisais quelques lignes, je ne sais pas si je vais les retrouver. Voilà, après l'ablation du sein, les médecins m'ont demandé, c'est un homme qui parle, de masser la cicatrice afin qu'elle soit bien souple. Et dès le premier soir du retour à la maison, elle m'a montré sa cicatrice. Très rapidement, c'est moi qui ai fait les massages tous les jours tendrement, avec un peu de crème. C'est très vite devenu naturel. Je sentais combien c'était important pour elle de se sentir sous mes doigts, sous mon regard tendre. C'est fou comme c'est tout simple, mais comme ça exprime si fort l'acceptation, l'amour comme tu es, dit-il. Oui, mais là, il faut faire attention. C'est un homme bien particulier. Peut-être que tous ne sont pas capables de regarder tout de suite la cicatrice et de la masser, parce que là, quelque part, c'est un soin qu'on demande à faire. Donc, il faut vraiment prendre ce souci-là dans une globalité de couple, mais aussi de personne et de psychologie de la personne. On ne peut pas demander à n'importe quel homme de faire ça pour sa femme, parce que ça ne va pas être possible. Et c'est là où on peut avoir des troubles sexuels secondaires chez les hommes, comme une anéjaculation et des troubles de l'érection. Tout ça, ça peut arriver parce que justement, ils se sentent bloqués. Bien. Vous avez connu un certain nombre de patientes dans ce cas-là? Oui. Donc là, c'est important, elles viennent en couple. Elles viennent en couple avec leur conjoint et effectivement, il y a toute une intimité amoureuse à reprendre. Parce que la sexualité, c'est pas que la pénétration, c'est aussi le corps global. Et dans le corps global, il y a le sein. Et ce sein qui manque, cette asymétrie. Donc on va leur faire ce qu'on appelle une désensibilisation et on va leur faire réapprendre leur corps. Aux deux. Et généralement, ils en ressortent très contents de ces consultations, que ce soit aussi bien l'homme ou la femme, parce qu'ils ont une autre sexualité. Bien. Et ils finissent comme deux petits nounours. J'ai trouvé une photo qui était mignonne comme tout, la voilà, ma photo. Oui, il y a beaucoup de tendresse, c'est vrai. Beaucoup de tendresse. Dans les quelques lignes que j'ai lues, ça se sentait de la part de ce monsieur, mais qui ne doit pas être universel. Non. Ça, je vous l'accorde. Alors, juste pour finir, il y a un très beau livre qui date un petit peu 2002, je crois, La volonté d'aimer, qui a été écrit par Noëlla Jarousse et le professeur Kayat, qui est oncologue, et Noëlla Jarousse est une ancienne sage-femme sexologue, qui, eux, ont fait des consultations d'annonces en couple. Donc là, vraiment, ce livre, je le conseille à toutes les personnes qui sont atteintes d'un cancer et qui veulent avoir des réponses sur leur sexualité. Aussi bien hommes que femmes, c'est un très bon bouquin, il coûte moins de 15 € et il est très clair. Merci Caroline Roux. Allez, on va rejoindre Philippe Bello pour toute autre chose, une nouvelle énigme. J'ai commencé à sortir mes miches en 1932 à Saint-Germain-des-Prés. À Bièvre, chercher la bonne voie. Ça vous parle, ça, vous? Ça me dit quelque chose? Certainement un boulanger. Oui, moi j'ai pensé aussi. Ouais. Mais alors, un boulanger qui a sorti ses miches en 1932 à Saint-Germain-des-Prés. Alors, à Saint-Germain, il y en a un qui est très connu, c'est Poilane. Ah oui, la boulangerie. Mais il y a un boulanger Poilane à Bièvre? Oui. Ah, Poilane à Bièvre, je ne sais pas, mais je sais que... Chercher la bonne voie. Le boulanger qui était très connu à Bièvre, c'était celui d'en face. Ouais. Parce que c'était où Madame Victor Hugo venait chercher son pain, donc c'est resté toujours...
Ah, d'accord. Voilà. Ah, oui, donc... Maintenant, je ne sais pas si ça correspond à... ça correspond peut-être à ça, c'est peut-être là qu'on veut nous emmener. Vous avez, paraît-il, une personnalité illustre qui venait dans votre boulangerie. Oui, on en a plein. Ah. Il y a monsieur déjà. Bonjour monsieur. Il paraît que vous êtes une boulangerie très connue à Bièvre. Très connue. Alors dites-nous tout, expliquez-nous tout ce qui s'est passé chez vous. Regardez. Alors, extrait d'une lettre de Juliette Hugo. En date... Ah oui, d'accord. Voilà. Très très bien. Ah, c'est beau ça. Ah oui, Ah oui, donc ça, c'est vraiment une très vieille boulangerie. Très très vieille boulangerie, ouais. Oh, ils sont forts ces Bièvrois. Et oui, c'est un fameux boulanger qui a commencé à fabriquer son pain en 1932 à Saint-Germain-des-Prés, puisqu'il s'agit de Walagne. Ils connaissent bien l'histoire de leur ville, puisqu'effectivement, Victor Hugo y a résidé. Il y a même composé des poèmes qui furent rassemblés dans les rayons et les ombres, les feuilles d'automne et les chants du crépuscule. Il y a même une maison littéraire Victor Hugo depuis 1991 dans le château des Roches à Bièvre. Adèle Hugo aimait venir chercher son pain dans le centre-ville et a laissé des souvenirs mémorables dans cette belle boulangerie. Et on retrouvera Philippe avec une nouvelle énigme, évidemment, lundi prochain. Bièvre, vous connaissez bien, Martine, vous? Oui, et justement, je vais vous parler du musée de la photographie à Bièvre. Alors, en fait, j'ai été fouillée dans les archives, comme d'habitude, et j'ai retrouvé en 90 une interview de André Fage, qui était à ce moment-là conservateur du musée de Bièvre. Il ne faut pas oublier que c'est le fondateur du musée de Bièvre, avec son père, Jean Fage. Et donc on va regarder ce qu'il nous dit parce que il nous explique qu'il a des difficultés effectivement à exposer l'intégralité de la collection, du fond des collections du musée de la photo, et qu'il a beaucoup d'espoir pour l'avenir. On va regarder. C'est l'actualité. Si nous sommes célèbres pour notre collection d'appareils qui est considérée comme la plus belle au monde, personne ne voit ces images. Vous le comprenez parfaitement, les images ça s'entasse dans peu de place, mais il faut beaucoup de simèse pour les présenter. Alors pour le moment, on empile ou on les expose à l'étranger, faute de place à Bièvre. Nous allons présenter à Macao une exposition des premiers daguerréotypes réalisés au monde par un Français en Chine en 1844. Et ces photos, c'est le musée de Bièvre qui les possède? C'est la propriété du département de l'Essonne. Alors, c'est un trésor national. En 1844 fut signé le premier traité d'amitié entre la France et la Chine pour 10 000 ans, et l'ambassadeur, M. de Lagrenet, était accompagné de Jules Itier, un des premiers daguerréotypistes qui réalisa 30 daguerréotypes grand format sur non seulement le vice-roi de Canton et l'ambassadeur de France, mais également les paysages de Canton de Macao, et c'est ce que nous allons présenter à Macao. Puis nous irons au Japon, à Tokyo, au musée des Beaux-Arts là-bas, présenter quelques appareils et plus d'une centaine de nos photographies anciennes les plus remarquables. Ensuite, ce sera à Madrid, où le ministère de la Culture espagnol est venu choisir 200 photos qu'ils vont présenter dans un nouveau musée. Et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on fait, ou alors ça attend le grand musée que le département de l'Essonne, avec l'aide du ministère de la Culture, va réaliser dans 4 ans. Bon, alors 4 ans plus tard, 94, 2010 aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a toujours pas de grand musée de la photographie à Bièvre. Mais il y a toujours une amitié franco-chinoise. Oui, oui, c'est vrai, c'est d'actualité aussi, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que le musée de la photographie de Bièvre? Donc, 15 000 objets exposés, un fonds de 2 millions de photos, des photos exceptionnelles, des objets aussi exceptionnels, 30 000 appareils, qui n'ont pas la place d'être tous exposés. Alors, pour rappeler la petite histoire, 1975, c'est l'ouverture du musée à Bièvre. En 84, le Conseil général s'engage sur la construction du musée. 86, Jean Fage transmet la collection au Conseil général avec pour condition, et c'est là justement où le bas blesse, avec comme condition, le musée doit être créé à Bièvre. 88, le Conseil général achète un terrain à Bièvre et une propriété.
ils sont encore inoccupés, ils détiennent encore ces terrains, hein. Il n'y a rien dessus actuellement. Hein. 2009, le Conseil général, 2009 c'est tout récent, vote une délibération en abandonnant le projet de musée de la photo à Bièvre et décide de transférer les collections à Étiolles sur un bâtiment existant. Rappelons que le projet de musée à Étiolles, c'est une surface d'exposition de 250 mètres carrés et actuellement le musée de la photo de Bièvre, c'est une surface d'exposition de 170 mètres carrés. Donc c'est pas énorme non plus. Hein. Alors aujourd'hui, l'association rappelle que bon, ça serait quand même bien que ce musée de la photo, ce serait plus logique que le musée de la photo soit installé à Bièvre. C'était une des conditions hein, du fondateur, du membre fondateur. Rappelons qu'il y a quand même la foire à la photo tous les ans, que c'est Nadar a fait son premier cliché aérien à Bièvre. Il y a une grande histoire autour de la photographie à Bièvre. Et qu'il existe aussi un contrat État-région-département qui est en cours, qui apporte le soutien financier pour la construction d'un musée à Bièvre, qu'il y a également l'appui de la municipalité de Bièvre, ils ont acquis un terrain de 6000 mètres carrés en plein centre-ville, à côté de la gare, voilà, la gare de Bièvre, qui pourrait permettre, la ville a cédé gratuitement ce terrain pour installer le musée de la photo de Bièvre, et que ils comprennent pas beaucoup pourquoi, comment ça se fait qu'on veut déménager ce musée de la photo à Étiolles. Alors ils lancent, et ça fait des mois que ça traîne. Pourtant c'était une promesse du Conseil général que ce musée, je le rappelle, c'était une condition. Pour ce don, quand même, Jean Page et son fils ont légué leurs collections personnelles et les acquisitions des dons faites par des particuliers à ce musée. Et c'est quand même dommage qu'il ne soit pas réalisé à Bièvre aujourd'hui. Depuis le 4 novembre, tous les photographes peuvent s'associer à l'opération en déposant leur autoportrait en compagnie de leur appareil photo préféré et le mettre sur le site de l'association qu'on va pouvoir voir actuellement sur l'écran. Normalement, voilà, exactement, c'est fait. Et le plus, actuellement se déroule le salon de la photo sur Paris. Alors l'association y est, c'est le moment d'aller la rencontrer, elle sera présente le dimanche. Merci Martine. Non, je ne sais pas quel tout si vous allez parler de Bièvre dans votre agenda, mais... Non, absolument pas. Eh ben, au revoir. Je m'en vais. Non, on va parler de ce qui se passe ce week-end, 3 rendez-vous notamment. On va commencer par Évry. La semaine dernière, le week-end dernier, il y avait un concert exceptionnel de Youssou N'Dour. Alors ce week-end, c'est quelqu'un d'autre, c'est un auteur-compositeur, je vais vous laisser deviner. Hein. Alors, auteur-compositeur, interprète. Je vais vous donner quelques infos. Martine, tu ne triches pas. Il a été découvert par une émission, grâce à une émission, Nouvelle Star. Il a sorti un premier album qui s'appelle Inventaire. Il a collaboré avec Zazie sur ces... voilà. Bravo. C'est Christophe Willem qui est en concert donc samedi à 20h30 aux arènes de l'Agora d'Évry, et on va regarder un petit extrait d'un morceau que j'aime beaucoup et avec lequel il a participé. Enfin, je pense que c'est Zazie qui a dû lui écrire ce morceau qui s'appelle Jacadi. Qui est tombé de haut, je traîne ma peine, une larme qui coule, j'ai dans la gorge une boule comme une pierre qui roule, perdu l'innocence des jours passés dans la cour de l'école. Du bonheur j'en ai pas, y'en a pour Pierre et Paul. Jacadi court, Jacadi vole, mais pas le jour où je décolle. Jacadi court, Jacadi aime, j'ai beau t'aimer, tu pars quand même. Jacadi marche, Jacadi rêve, me fait en marche que j'en crève. Jacadi certes, je lui pardonne, Jack est un rêve, pas un homme. Reste une mélancolie. Voilà,
bien, très sympa. Vous avez une place d'ailleurs qui vous attend demain, Patrice. On va enchaîner avec l'Orchestre Symphonique des Jeunes de l'Essonne. Ça se passe dimanche 7 novembre au Centre Culturel Michel Spiral à Montlhéry. Et c'est à 17h. Et en fait, ils vont interpréter des œuvres des plus grands compositeurs classiques, Giuseppe. On va regarder l'Orchestre Symphonique des Jeunes de l'Essonne, dirigé par Stanislas, dans une séquence filmée l'année dernière à Invrainville par Giuseppe. Voilà, c'était la répétition du dernier concert de la saison. On regarde. Voilà. Avec l'Opéra de Massy, vendredi, donc ce soir à 20h et dimanche à 17h avec Il Trovatore, et je vous propose un petit extrait du Trouvert. On va continuer à peu près dans le même style, enfin, quoique vous étiez à Bretigny, reportage. Une répétition sur la nouvelle création d'Armel Dévigan, elle s'intitule Ronde. On regarde tout de suite le reportage que j'ai filmé. C'est parti. Les arbres, l'eau, autant de thèmes développés dans les chorégraphies précédentes. Dans le spectacle proposé à Bretigny-sur-Orge, Armel Dévigan s'intéresse à la terre. Un spectacle chorégraphique, plastique et sonore en plein air, intitulé Ronde. La pièce met en scène les cycles de transformation, naissance, développement et fin, avec 5 danseurs autour de montagnes de terre. À travers les danses, on essaye de donner à voir l'intime d'un territoire végétal, d'un territoire naturel. Et puis là, je suis dans une deuxième étape de ce travail qui pour moi est un travail de longue haleine, de voir comment ces éléments naturels, ils peuvent aussi nous transformer et nous aider dans nos passages de vie. Armel Dévigan. Oui, donc le spectacle, la répétition, donc on n'a pas vu entièrement le reportage, donc le spectacle est samedi, c'est-à-dire demain et dimanche à 17h pile devant le théâtre de Bretigny. Et puis vous rappelez quand même nos invités? Oui, le 13 novembre, il faut aller voir. Samedi prochain, donc à Montlhéry, à l'espace Michel Spiral à 20h. Eh ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venus, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir regardés. J'espère que ce sera aussi bien la semaine prochaine. Salut!